ce n'est ni pour crier au loup, ni pour utiliser la propagande pour faire peur. Si le pouvoir extrémiste en Syrie reste en place, je suis absolument formel et sûr, et gardez cet enregistrement, un jour vous allez le sortir. Ils auront des centaines, voire des milliers de frères, des sœurs, des cousins extrémistes comme eux qui vont se réveiller en Europe. Et là, la guerre, ça sera dans les rues de Paris. Bienvenue sur Nexus, et si vous voulez vraiment vous informer librement, vous êtes à la bonne porte. Est-ce que vous comprenez tout à la politique, à ce qui se passe en Syrie, à ce qui se passe en Iran? On va essayer de vous résumer, autant que faire se peut, cette situation assez chaotique de ce qui se passe au Moyen-Orient. On finira peut-être par parler un petit peu de la politique française avec nos deux invités. Merci d'être là, Laurence Vaki, notre chroniqueuse, et Adnan Azam, écrivain syrien, ancien responsable public, écrivain syrien et ancien responsable public. Vous étiez un vice-gouverneur. J'étais vice-gouverneur de ma région, Souaïda, dans le sud de la Syrie. C'est ça. Vous êtes beaucoup intervenu dans notre émission d'actualité, deux fois, pour parler de ce qui se passe depuis. Parce qu'il y a eu le renversement du régime Bachar. C'était en décembre dernier. C'était le 8 décembre. Le 8 décembre 2024, exactement, où il y avait un hold-up international. C'est-à-dire, vraiment, c'est le mafia international américain. On me demande de te dire, rapproche le micro. Tu peux rapprocher le micro. Américain, anglais, turc, qatari, bien sûr avec un petit coup de pinceau de Vladimir Poutine. Et ils ont enlevé M. Bachar al-Assad de la Syrie et installé le plus grand terroriste de la planète, Al-Jolani, à sa place. Voilà. Donc c'était le 8 décembre 2024, une date où la Syrie est complètement effondrée, comme un château de cartes. Normalement, dans la vie, on parle d'un homme qui fait faillite ou d'un magasin, mais là, c'est tout un pays qui est quand même un pays millénaire. La Syrie, c'est pas un petit choya, c'est un pays qui a donné beaucoup de choses à l'humanité. On l'a totalement, dans l'espace de quelques heures, enlever le président, enlever son pouvoir et installer le Front d'Al-Nusra. Le Front d'Al-Nusra qui est qualifié par le monde entier comme un groupe terroriste. Et les États-Unis ont mis 10 millions de dollars sur la tête de son chef, Al-Jolani. Et finalement, c'est exactement ça qui leur rend service à ces États pour casser la Syrie. Coupez votre téléphone, absolument, pour profiter de la richesse de la Syrie. Voilà. Et on nous a dit pour plus de démocratie. Ça, c'est malheureusement... c'est ça qu'on a entendu au niveau des médias. Malheureusement, c'est toujours cet prétexte qu'on essaye de vendre. Ce prétexte qu'on essaye de vendre. Alors, expliquez-moi comment vous voulez installer à la démocratie, par exemple, en Syrie, ou en Libye, si le monde occidental travaille avec un pays comme le Qatar. Oui, le Qatar qui n'a jamais vu une élection dans son histoire, un pays qui est dirigé par un seul homme, comme si c'était une ferme pétrolière, ou comme si c'était vraiment une société commerciale. Et donc on travaille avec le Qatar pour installer la démocratie. Sachant que Al-Jolani, c'était Al-Qaïda. Al-Jolani, c'est un Syrien qui a fui la Syrie en 2003 pour rejoindre l'Irak, pour rejoindre Al-Qaïda. Après, tu sais, à la limite, c'est une seule entité, mais le patron de cette entité, c'est-à-dire les Américains, ils font comme les marques commerciales. Par exemple, les voitures Citroën, et ils sortent 10 marques différentes juste pour faciliter la vente. Donc là, tu parles des liens entre Al-Qaïda et les États-Unis. Et les États-Unis, qui a été reconnu d'ailleurs récemment que Al-Qaïda était financé, dirigé. Al-Qaïda, l'État islamique, le HTC, le Front d'Al-Nusra, toutes ces appellations
ils appartiennent à la même famille politique, à la même famille idéologique. C'est ce qu'on appelle l'islam politique radical extrémiste, qui n'a rien à voir avec l'islam normal, naturel, auquel adhèrent 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Donc reparle-nous de concrètement, par exemple en Syrie, là, toi tu es au courant de ce qui se passe, il y a énormément d'exactions dont on ne parle pas, qu'on tait ici, tu as raison quand tu parles du traitement de l'information de la Syrie en France. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui en Syrie ? Je vais essayer de te faire une toute petite historique très vite, très rapide. Le 8 décembre 2024, on amène le front d'Al-Nusra pour prendre le pouvoir. Or, en Europe, aux États-Unis, en Turquie, au Liban, en Jordanie, dans les pays du Golfe, il y a des milliers de Syriens qui se sont organisés à un gouvernement en exil, des hommes et des femmes normaux qui attendent le chute de Bachar pour prendre le pouvoir. Donc, c'était tout à fait naturel que ces gens-là, qui sont normaux, qu'on amène en Syrie pour prendre le pouvoir. Or, on écarte tous ces gens-là et on fait venir le front d'Al-Nusra qui ne représente même pas 1% de cette opposition au président Bachar al-Assad, qui ne représente même pas 0,0% de la population de la Syrie. On les amène par la force, par le triche, par vraiment le malinerie, pour les installer au pouvoir. Pourquoi ? Parce que Al-Jolani était prisonnier dans les mains des Américains, en Irak, et quand on l'a rencontré en prison, on a discuté avec lui, parce qu'il était très malin, et on lui a dit, si on te donne le pouvoir un jour en Syrie, est-ce que tu es prêt à signer la paix avec Israël ? Alors là, quand tu dis on, tu n'as pas de preuve que les Américains ont fait ça. Tout le monde est au courant. D'accord. Tout le monde est au courant. J'étais pas là avec eux, mais quand on suit la politique jour par jour, on sait que c'est les Américains qui ont coaché, les Américains et les Anglais, qui ont coaché Al-Jolani de sa prison jusqu'au palais présidentiel 10 ans plus tard en Syrie. On n'a pas de preuves, mais ça paraît évident. Il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de vidéos. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour eux à absolument, gagner. Absolument. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur des États-Unis à Damas a déclaré publiquement que j'ai donné de cours à Al-Jolani pour lui montrer comment on laisse les habits de révolutionnaires et mettre un costume cravate. Donc ça, c'est absolument vrai. Je veux dire, c'est l'ambassadeur des États-Unis à Damas. Il l'a déclaré devant des millions et des millions de personnes. Donc on le fait venir au pouvoir avec son groupe, mais pas seulement son groupe. Il fait venir avec lui à peu près 30 à 40 000 mercenaires tchétchènes, Ouzbékistan, Igor chinois. Et là, quand on dit il y a les Igors qui sont avec lui, pourquoi ? Parce que les États-Unis, un jour ou l'autre, ils vont les utiliser contre la Chine. Vous voyez, un petit peu, c'est pour les gens qui connaissent un petit peu la géopolitique. Donc, on ramène Jolani avec 20 000 hommes avec lui, 30 à 40 000 mercenaires étrangers, tous barbus, tous, on dirait qu'ils sortent de forêt, là, quand on les voit comme ça, des premières vues. Endoctrinés. Absolument, totalement. Ils ne connaissent rien dans la vie en dehors de prendre un Kalachnikov et tirer sur les gens et les tuer. En criant Allah Akbar. C'est comme si Allah apprend aux gens, ou demande aux gens de tuer les autres. Donc, dès le premier jour qu'il s'est installé au palais présidentiel à Damas, il a fait une déclaration comme quoi je voudrais amener la paix aux Syriens. À la seconde, lui, il déclare je vais amener la paix aux Syriens. Ces hommes qui exécutent ses ordres, ils ont commencé à brûler des lieux religieux pour les toutes petites communautés en Syrie, c'est-à-dire les Alaouites, les chrétiens, les Druzes, les Ismaélites, les Yazidis, toutes ces communautés qui étaient normalement avant avec l'ancien régime.
Et lui, pour qu'il se venge contre ces gens-là, qui étaient avec l'ancien régime, il a commencé à brûler leurs lieux saints. Et pas seulement ça, il fonce sur la région, sur la côte ouest de la Syrie, c'est-à-dire sur la côte méditerranéenne de la Syrie. Parce que la Syrie, c'est un pays qui a 500 km de côte avec la mer Méditerranée. On appelle la Syrie la porte est du bassin méditerranéen. Pour les gens qui suivent cette émission, il suffit de mettre juste sur la carte la Syrie, ils vont voir que la Syrie se trouve exactement en face de Barcelone. Si vous marchez sur la mer de Barcelone, vous tombez directement sur la Syrie. Et en plus, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que l'Europe et l'Occident avaient un projet de mettre tout un gazoduc qui allait relier de l'Irak à la Turquie en passant par l'Europe. Et qu'est-ce qui bloque entre ça? C'était la Syrie. Et ça, c'était un projet qui est arrêté en 2011, avant que ça parte en guerre civile. C'est le gaz de Qatar, en fait. Pas l'Irak, c'est le Qatar. C'est le Qatar, absolument. Et la Syrie a bloqué parce qu'elle avait des accords avec la Russie. Et elle n'a pas voulu trahir la Russie. Voilà. Donc Jolani, on revient à Jolani, et brûle les lieux saints des petites communautés religieuses. Donc c'est une déclaration de guerre en Absolument. Réalité, alors qu'il parle de paix. Exactement. Après, il a commencé à assassiner des vrais génocides de la communauté alawite. On parle de 24 000 morts dans l'espace de 3-4 jours. Si vous voyez les images, jamais, ni dans la première, ni la deuxième guerre mondiale, ni à Leningrad, on a vu autant de massacres, autant d'atrocités de ce qu'on a vu sur la côte syrienne. Et puis, elles prennent des femmes. Ça, j'ai pas vu malheureusement les femmes en France déclarer... Oui, comme se couper les cheveux pour les femmes. Absolument, iraniennes, oui. Donc c'est absolument le droit des femmes, toutes ces associations féministes en France, malheureusement, ils n'ont pas été indignés pour voir une centaine de femmes kidnappées, enlevées, pour les offrir aux djihadistes, pour ce qu'on appelle le djihad sexuel. Voilà. Alors, c'est pas pour défendre ces associations qui sont prêtes à chaque fois à s'indigner, mais la réalité, c'est que la communication en France, l'information en France était très très faible sur ce qui se passait là-bas. Je vais revenir à ça. Tu veux dire sur la prise de pouvoir de Al-Shara sur ce qu'on a fait à la population. Moi, j'ai vu des images épouvantables où on faisait aboyer les gens avant de les assassiner. On mettait les chaussures des djihadistes sur le cou des gens. On lui dit aboie, comme le chien. Absolument. Et donc, une fois qu'elle a fini une semaine de massacre sur le côte ouest, elle envoie son armée dans la capitale, à Damas. Il y a deux localités druzes, Jaramana et Sahnaya, au cœur de Damas. Elle fait un massacre. Mais quand je dis un massacre, c'est-à-dire on coupe la tête des gens, on tue des gens, et le monde entier regarde. Le monde entier regarde. Et puis, elle termine avec le druze de Damas. Elle commence par les églises. Le monde entier a vu deux kamikazes djihadistes de Jolani entrer dans cette église magnifique de Damas, de Douala, Mar Elias, et ils font exploser leur ceinture explosive le dimanche, pendant que les gens font leur prière. Et ça, je ne comprends pas que le monde chrétien, le pape, le monde entier ne s'est pas indigné pour cette... je ne sais pas comment tu l'as qualifié, toi. Non, mais parce que Laurence là parlait que les gens ne réagissent pas quand il n'y a pas d'information mainstream. Mais là, il n'y a même pas de discours politique, par exemple, du pape ou de n'importe qui. Personne n'en parle. Il finit avec les druzes, les chrétiens de Damas, et ils foncent sur ma région le 14 juillet. Je me rappelle, j'étais en train de regarder le 14 juillet à la télévision ici en France, et puis quelqu'un m'appelle, m'a dit « Adnan, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre région à Souaïda ?» Et là, je vois entre 50 et 60 000 hommes qui vont vers le sud. On les voit sur les vidéos parce qu'eux, ils sont fiers de faire ça, les gens de Jolani. Ils font des vidéos, et ils montrent leurs vidéos, et ils scandent des slogans genre « On va aller à Souaïda, on va tuer les Druzes,
Il n'y aura aucun druze survivant. Ils dispatchent ça sur Internet. Ils n'ont absolument aucun scrupule de faire ça. Et on rappelle qu'Emmanuel Macron s'était félicité, il avait rencontré Il l'a reçu. Il l'a reçu ici à l'Élysée. Donc, ils arrivent à Souaïda le 14. Les habitants de Souaïda, ou ce qu'on appelle le druze, toute cette région qui s'étale sur 100 km de long et 70 000 km de large. Il y a une grande ville, Souaïda, 2 villes moyennes et 132 villages. Ils l'ont encerclé de plusieurs fronts et les 70 000 hommes foncent sur cette région. Les gens résistent, mais qu'est-ce que tu veux faire avec la peau de terre contre la peau de fer? Un œil contre une perceuse. Ils ont résisté, mais aujourd'hui on parle de 7000 morts et blessés et perdus. Regardez par rapport au nombre d'habitants de la France. Sur 400 000, il y a 7000 morts. Sur 75 000, ça veut dire il y a 1 200 000. C'est comme si demain on dit il y a 1 200 000 Français qui ont été tués par les nazis. Donc voilà si tu veux. Je reviens maintenant à ce que tu as dit, Laurence. Oui. Oui. Juste pour savoir, est-ce que là vous pensez que directement Al-Joulani serait directement lié, est-ce qu'on peut couper le téléphone, serait directement lié aux États-Unis, et donc est-ce qu'on peut suspecter que Al-Joulani puisse envoyer des ressources de Syrie ou faciliter la politique aux États-Unis, au Moyen-Orient, sur la zone syrienne? Si tu veux, je vais parler de l'aspect médiatique d'abord, et après je te réponds à ta question. Sur jeter le téléphone. Sur l'aspect, c'est même pas mon téléphone, c'est mon interphone. D'accord. Sur l'aspect politique, informatique, médiatique. Moi, j'ai l'impression ici à Paris d'être tué 2 fois. C'est-à-dire ma famille en Syrie. J'ai l'impression qu'ils sont tués 2 fois. Une fois avec des Kalachnikov, avec des armes. Une deuxième fois avec le média en France ou dans le monde occidental et dans les pays arabes. Quand vous dites votre famille, vous parlez de ma famille de Souaïda. Absolument. Parce que le média ici parle de cette tragédie comme si c'était juste un petit conflit entre les Druzes et les Bédouins de la région. Et c'est complètement médiocre de dire ça, en sachant qu'il n'y a personne qui peut bouger 1 mètre sans l'aval de Joulani, parce qu'il a des forces, il a des mercenaires partout autour de lui et dans chaque coin de la Syrie. Donc c'est lui-même qui donne de l'ordre. C'est sa théorie, c'est sa doctrine qu'elle essaye de le mettre totalement sur le peuple syrien. Et avant le 14 juillet, le 12 juillet, il s'est réuni en Azerbaïdjan avec des ministres israéliens et avec des Turcs et avec des Azaris et avec des gens de Qatar. Et Joulani a demandé aux Israéliens, écoutez, laissez-moi rentrer dans la région de Souaïda, parce que la Souaïda, c'est pas loin d'Israël. Et moi, je vous donne tout le reste de la Syrie. Et Israël lui a donné le feu vert. Mais on lui a dit, il ne faut pas que tu tues beaucoup de gens. Quand je raconte ça, les gens qui écoutent, ils vont dire, mais il raconte quoi ce mec-là? C'est comme si on parle de quelques cacahuètes. La vie des êtres humains n'a absolument aucune importance. Joulani, il rentre parce qu'en fait, Joulani, il a une vengeance terrible contre le Druze. Parce que le Druze ne partage absolument pas. Le Druze, ce sont des musulmans, mais très, très modérés. Ils ne font pas des prosélytismes. Ils ne font pas cet aspect dur de la religion musulmane. Donc c'est un peuple vraiment pacifique. Et lui, il déteste cette communauté. Comme il déteste les chrétiens et les alaouites et les ismaélites. Lui, il ne voit que les gens qui, comme lui, barbus, avec des turbans sur la tête, avec des Kalachnikov à la main. Et quand on regarde tous les enregistrements qu'elle a fait quand elle était au sein d'Al-Qaïda,
il a fait des centaines de déclarations que notre objectif, c'est d'établir l'islam radical dans tous les pays arabes et après récupérer l'état des Umayyads jusqu'à l'Espagne. Voire plus. Voilà, voire plus. Donc, les Umayyads qui étaient une dynastie. Absolument. Mais les Umayyads, c'était pas comme lui. Les Umayyads, ils ont amené de la musique pour le monde, ils ont amené une grande civilisation en Espagne. Les Umayyads, c'était une dynastie qui ont beaucoup de culture et pas du tout comme il est en train de nous vendre l'islam, lui. Il se trompe complètement sur la comparaison. Donc si je résume cet aspect sur l'aspect médiatique, très sincèrement, je ne sais pas comment un journaliste en France, soi-disant un intellectuel français, par définition, un homme avisé et informé, comment il peut se porter sur sa conscience de parler comme ça à la légère des centaines de milliers de gens qui meurent, qui tombent sous les armes de Joulani, en restant derrière son micro à Paris, à la maison de la radio, ou sur BFM. Ou l'AFP. Voilà, déjà, absolument, l'AFP. Absolument. Ajouter, oui, on est face à une exécution de masse. Hein. On est d'accord. C'est de l'exécution de masse. Ben oui, donc l'extermination, en somme. Bien sûr, absolument. Maintenant, je reviens à ta deuxième question sur l'aspect. La Syrie, elle est très riche en pétrole, en gaz, en vestiges historiques. Quand tu marches dans certaines villes en Syrie, tu as l'impression que tu es en train de marcher à Athènes, en Grèce, ou à Rome. Donc, il y a énormément de vestiges historiques. Et eux, ils veulent tout ça. Ils veulent mettre à la main sur tout ça. Mais aussi la proximité avec la Russie, dont il faut parler. Parce que c'est un pays qui... Bien sûr, absolument. Mais d'abord sur la proximité avec Israël. En fait, tous ces problèmes-là, si on lit le livre de Netanyahou, qu'il a écrit il y a presque 23 ans, 24 ans, il retrace toutes ces guerres qui se passent actuellement dans son livre. Parce qu'il l'a dit dans son livre, comme Theodor Herzl l'a dit dans les années 1800, quand l'État d'Israël sera établi, autour d'elle, il faut faire le vide. Il faut faire des tout petits États minuscules. Il faut alimenter des guerres, des guerres confessionnelles, comme c'était dans le Moyen-Âge en Europe, les catholiques contre les protestants. Donc aujourd'hui, moi, que je connais l'histoire comme je connais mon prénom, je trouve que tout à fait, ils sont en train absolument d'appliquer cette théorie qui donne à Israël la place de chef. Ben oui, parce que plus les États sont petits, plus ils sont contrôlables. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent exactement de Al-Jolani aujourd'hui? Ils veulent qu'il signe le pétrole et le gaz, ça c'est fait déjà, pour l'Amérique. Ils veulent qu'il signe la région de Golan. C'est une région grande comme la région de Marseille ou de Bordeaux, une énorme région montagneuse, riche en sources d'eau, qui le donne à Israël. Parce que le président Donald Trump, déjà dans son premier mandat, il a déclaré devant le monde entier que la région de Golan fait partie intégrante d'Israël. Comme il a déclaré que Jérusalem, c'est le capitale éternel d'Israël. Donc M. Trump, ça y est, il prend un petit peu de son héritage de son père et lui donne à Israël, qu'il soit la terre ou Jérusalem ou tout ça. Et puis, encore plus, ils veulent que Joulani installe une ambassade d'Israël à Damas. Ça, il l'a promis. Ils veulent que la Syrie rentre dans l'accord d'Abraham, cette nouvelle religion qu'Israël a inventée, dans laquelle actuellement il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a Abu Dhabi, il y a la Jordanie. Mais tout ça, ça ne réussira jamais si la Syrie n'est pas dedans. Parce que la Syrie, c'est quand même un grand pays. Si la Syrie n'est pas dedans, ça n'aura aucun sens. Et Joulani leur a dit, oui, je signe tout. Et quand tout ça sera signé, Netanyahou, il va déclarer que nous sommes rentrés dans l'ère des États-Unis hébraïques. C'est-à-dire, il ne s'appellera plus la Syrie, ni le Liban, ni la Jordanie.
ça transforme. C'est comme, au lieu de dire la France, on dit l'État... Unis d'Europe. Non, J'ai même les pas sens. États-Unis des catholiques, les États-Unis des protestants. Donc là, ça sera les États-Unis hébraïques. Voilà. Donc, on parle de tout ça pendant que les gens, maintenant, ils sont sur la plage. En France, je ne sais pas si vraiment on va trouver un oreille qui va écouter toute cette parole qui est extrêmement grave quand même, non? On parle de la vie des millions de personnes qui sont en péril. On parle des États comme le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Irak, toutes ces régions, même l'Iran. Parce que c'est un énorme volcan qui est prêt à exploser à un moment donné si on continue à jouer avec tout ça. Et revenons sur justement sur les ressources. Est-ce que la proximité, donc c'était ma question, je reviens sur l'origine de la question, est-ce que la proximité d'Al-Joulani avec les États-Unis justement peut faciliter cet échange de ressources que veulent l'Occident, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, avec les ressources syriennes? Est-ce qu'ils peuvent justement, Al-Joulani peut donner les ressources que les États-Unis voulaient sous Bachar directement? Ce que je peux te dire d'une manière absolument sûre et sérieuse et en dehors de toute propagande médiatique. Quand un ministre américain parle avec Joulani, c'est comme s'il est en train de parler avec son boy, avec son élève, en disant « Hey, tu me donnes ça, tu signes, allez, tu signes ». Et c'est exactement, c'est ça la proximité. Son serviteur, on pourrait même C'est dire. son serviteur. Elle n'a pas la dignité d'un chef d'État. Elle n'a pas la dignité d'un homme politique, tout court. Elle n'a même pas fini ses études, elle n'a même pas fait des études universitaires. Elle a Oui, laissé... ça c'est autre chose. Donc, Mais du coup, bien sûr, absolument. Donc, les États-Unis, ils ont trouvé un Servile, quoi. un servile, Hmm. absolument, pour qu'elle signe tout ce qu'on lui demande de signer. Voilà. Donc, Et- au-delà des exactions horribles alors qu'il y a en Syrie, il peut y avoir justement tout ce que là où... Alors Bachar, on en parlait tout à l'heure, Bachar n'est pas parfait du tout, mais permettait une forme de résistance finalement face à l'Occident là-dessus, où là, Al-Joulani, c'est maintenant la porte ouverte. Moi, je ne suis pas venu aujourd'hui pour défendre Bachar, Oui, c'est pas ce qu'on dit. mais, du tout. mais Bachar... On regarde, mais on il prend avait- du recul. Exactement. Il y avait un État syrien, il y avait une armée syrienne, il y avait la police syrienne, il y avait l'administration syrienne. Quand Joulani est venu, la troisième jour de Mhm. ce règne, Troisième jour, hein. troisième, c'est-à-dire il a passé le premier, le deuxième jour, le troisième jour, il a décrété, par un décret soi-disant présidentiel, il s'est autoproclamé chef de l'État transitoire, Mhm. il a déclaré la démolition de l'armée syrienne, de la police syrienne, de l'administration syrienne. La Syrie, c'est un pays qui ressemble plus ou moins à la France. C'est un pays où il y a des milliers de gens, 1 200 000 fonctionnaires en Syrie. 1 200 000, avec leur famille, ça fait 10 millions. Parce que n'importe quel fonctionnaire, il a 4 ou 5 enfants. Donc, un jour au lendemain, on est avec 7-8 millions de Syriens qui n'ont aucune source de vie. Il a commencé, mais vraiment le troisième jour, il n'y a plus d'armée. Et il a demandé, il a fait une déclaration, tout soldat, tout homme syrien rend son arme à M. Joulani et sera sain et sauf. Quand les Syriens sur la côte syrienne, c'est-à-dire les Alaouites, quand ils ont rendu leurs armes, il a foncé sur eux et il a fait le massacre. Donc, il les a trahis. Il n'a même pas respecté sa parole. Donc, c'est ça. En fait, ce que je comprends, et évidemment, il y a des parallèles qui se mettent dans nos têtes, hein, les rendus d'armes, on nous a demandé ça il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, ils sont en train de faire de toute cette zone-là, non plus un pays, mais des territoires, avec Israël qui serait en chef de file, Bien sûr. comme on essaye de faire des territoires partout, c'est-à-dire la dilution des pays, avec la dilution des identités, avec la dilution des diversités qu'il y avait en Syrie, comme il y a au Liban, hein, ces multiples religions qui s'entendent. En fait, les gens n'existent pas, c'est ce que tu as Regardez, dit. Hein. ça fait pratiquement 5 mois
qu'on a signé la paix, soi-disant, ou c'est pas la paix, c'est l'arrêt de combat entre le Liban, Hezbollah et Israël. Depuis 5 mois, il y a un émissaire américain qui séjourne à Beyrouth, jour et nuit. Son travail, c'est désarmer Hezbollah, enlever l'arme de Hezbollah. Il fait la même chose avec les restants de régime de Bachar al-Assad en Syrie. Ça, ils ont réussi à 100%. Ça fait plusieurs mois, ça fait 2 ans qu'ils parlent pour désarmer Hamas, la résistance palestinienne. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Ils veulent toutes les résistants, toute la résistance au Proche-Orient. Il faut absolument qu'ils rendent leurs armes. En fait, ils veulent transformer toute cette zone, Liban, Syrie, Jordanie, tout ça, l'Irak, en société où on crée des restaurants, comme il a dit Donald Trump. Il va faire le Riviera à Gaza. C'est-à-dire, il va mélanger le sang de 60 000 morts à Gaza avec du ciment, le sang, le ciment, le fer, pour construire des casinos, des restaurants et faire venir des danseuses orientaux. Bon, M. Trump s'amuse en regardant ce spectacle. En fait, c'est la suppression des identités. Totalement, absolument. Avant qu'on aille parler un petit peu de l'Iran, justement, parce qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits, et il y a aussi beaucoup d'actualités de tensions géopolitiques. Tout à l'heure, tu disais, hors micro, c'était très intéressant, qu'il y a des proximités. On peut faire le parallèle entre ce qui s'est passé avec Bachar et d'autres cas géopolitiques. Tu peux nous rappeler ça ? Juste avant que tu répondes, d'ailleurs, j'en profite parce qu'on n'a pas beaucoup de moments pour faire de l'auto-promo et on est obligé. On vous rappelle, il y a la soirée, c'est des moments durs, mais il y a aussi des moments, il faut savoir contrebalancer avec des moments de fête. Et nous, on fête les 25 ans de Nexus, on vous attend. Prenez vos places sur nexus.fr et bien sûr, il y a le tout dernier Nexus qui est toujours en kiosque. On arrête l'autopromo, on est obligé d'en faire un petit peu et on doit revenir... Les parallèles au niveau de la géopolitique, c'est l'idée que... tu le faisais avec le Shah d'Iran, je crois. Ah oui, avec le Shah d'Iran. Parce que, bon, moi l'Iran, j'ai pas une connaissance, hormis la spécificité que l'Iran, c'est des Perses, donc c'est une identité très, très particulière, avec une histoire très forte, donc qui est complètement niée. J'ai ce souvenir enfant, donc c'est Khomeini qui arrivait, avec ces femmes toutes habillées en noir qui me terrifiaient. Il y en a qui montraient des yeux comme si c'était le Shah d'Iran qui venait de leur retirer ses yeux et tout. C'était très violent. Moi, j'étais très très jeune aussi. Et il y avait toute cette instrumentalisation. Le Shah d'Iran semblait être l'homme qui avait fait venir la liberté en Iran. On a des photos qui, à mon avis, sont exactes avec des jeunes femmes dans les années 60 en mini-jupe. Et effectivement, on fait la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. On se dit que c'est une catastrophe. En réalité, qu'est-ce qui se passait sous le Shah d'Iran ? Est-ce que c'était vraiment un pays libre ? Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'Iran ? Est-ce qu'il y a un parallèle à y voir aussi ? Est-ce que ces pays aussi, de par le passage de Khomeini aussi, ont été complètement déstructurés, soi-disant au nom d'une religion qui allait retrouver une âme ? Finalement, est-ce que l'Iran a retrouvé son âme ? Est-ce qu'elle était déjà pas perdue avec le Shah d'Iran ? Voilà. Le Shah d'Iran, lui, était proche de l'Occident. Il était proche de l'Occident, il avait été amené par les Américains. Superficiellement proche. Superficiellement proche. Voilà, absolument. Je vais te dire une chose. Ça rentre directement dans mes études depuis pratiquement 1976 jusqu'à aujourd'hui sur ce qu'on appelle cette guerre entre l'Orient et l'Occident. Mais très particulièrement entre les anglo-saxons et le monde oriental. Parce que quand on dit l'Occident, c'est pas vraiment la Grèce. C'est pas la Grèce qui mène en guerre. La France a un tout petit peu l'état profond, mais c'est pas les arts de choix ni les Parisiens qui font la guerre. Tu vois. Donc il y a une toute petite poignée des Français qui marchent dans les combines des anglo-saxons, c'est-à-dire anglais et américains, et sionistes, pour mener la guerre contre le monde oriental. Je vais essayer d'être très bref, très précis. Mais la France suit quand même les politiques des puissants de l'Occident. Malheureusement, elle suit malheureusement, voilà, mais c'est pas la volonté du peuple français. Ah non, pas le peuple. Absolument. Oui, mais quand on parle de ça, on parle toujours d'un gouvernement. Absolument, voilà.
Donc, le média occidental a tellement de moyens énormes de rendre un singe Dieu. Si on veut vraiment qu'il y ait un singe. Ou un sage. Un singe. Ah oui, un singe, oui, Absolument. Si on voudrait qu'un singe devienne un roi, on est capable de lui... vraiment. Rappelons-nous notre propre campagne présidentielle où on a rendu le couple Macron comme désirable et un couple très glamour. Hein, voilà. déjà. Voilà. Donc, le Shah d'Iran, il était adoré parce qu'il donnait tous les moyens de l'Iran aux Anglais et aux Américains. Le jour, c'était en 1978, rappelez-vous cette date. Le Shah d'Iran, il a fait un énorme gala dans une grande ville historique perse qui s'appelle Persouboli. J'étais là-bas, moi. J'étais là-bas, j'avais 22 ans, à Persouboli. Il a invité le chef d'État du monde entier. Il a fait un discours. En disant, nous, Empire perse, nous sommes le berceau de la civilisation. Et aujourd'hui, on va commencer à gérer notre propre pétrole et nous allons construire un Iran industrialisé et nous allons avancer avec un programme spatial. Moi, j'écoute à la télévision. J'ai dit à mes amis, je parie, le Shah d'Iran ne restera pas 10 jours en pouvoir. Et vous allez voir, le lendemain, on a commencé à le déstabiliser par le média occidental. On disait qu'il est devenu fou, il a attrapé la maladie de mégalomanie. On a commencé à mettre 1000 torts sur sa tête. Là, on a transformé le Shah en singe. Et moi, j'étais présent, j'étais absolument là. J'étais à Persouboli. Quelques mois plus tard, le Shah d'Iran, il ne trouvait pas un lit pour dormir. Il partait, il frappait à la porte du monde entier. Personne l'a accepté comme orphelin, comme asile politique, ni asile humain. C'était le président d'Égypte, Sadat, qui finalement lui a permis de venir mourir en Égypte. Vous voyez ? Les prisons iraniennes, le service de renseignement iranien qui s'appelait le SAVAK, ça a tapé sur Internet, SAVAK, vous allez voir l'horreur. Le SAVAK, c'était entraîné par le Mossad israélien. Donc c'était le service de renseignement la plus dure, la plus atroce de la planète. Mais ça, en Europe, on ne parle pas. Moi, aujourd'hui, je parle. Je vous le jure, ma parole d'honneur, j'ai peur. Parce que ils vont se venger contre moi. Mais bon, maintenant que ma maison était brûlée en Syrie, maintenant qu'une grande partie de ma famille était zigouillée en Syrie, j'ai... oui, absolument. Vous avez perdu des... Jolani a tué beaucoup de ma famille, Azam, absolument. Au moins une centaine de personnes de la famille Azam, ma famille, parmi les 7000 tués, il y a au moins 120 hommes et femmes de la famille Azam. Ils sont rentrés dans mon propre appartement, mon appartement qui ressemblait à un musée à Souaïda, dans lequel j'ai mis tous mes archives, tous mes documents, tous les manuscrits, tous mes photos, tous les objets que j'ai ramenés de voyage dans le monde entier. Ils ont tout volé et en partant, ils ont mis le feu. Aujourd'hui, je t'ai envoyé sur ton WhatsApp les images de mon appartement. Même le carrelage de sol, elle a explosé à la force de chaleur, de feu qu'ils ont mis. Parce qu'ils ont mis de l'essence, pas seulement comme ça. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler, oui. Parce qu'ils savaient vos... Bien sûr, absolument, publics, absolument. C'est comme à l'époque de nazis, quand ils sont rentrés en France, à Paris. Vous même pas, c'est ce que vous me disiez hors micro, on en avait déjà parlé, vous n'êtes pas du tout pro-Bachar, vous êtes pro-État syrien. Bah, j'étais pro-État syrien, et ça mais je suis pro tous les mouvements terroristes extrémistes, parce que je suis un homme de paix, je ne crois pas à la guerre de religion. La religion musulmane est une religion pour moi, une religion d'amour.
et pas une religion de guerre, comme il a voulu le Jolani ou Ibn Laden ou tous ces hommes qui sont en fait qui exécutent l'école d'un homme qui était là il y a 1000 ans, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qui a falsifié les versets de Coran. Il a transformé une partie du Coran à sa manière. Et ça, les intellectuels en France savent parfaitement qui était Ibn Taymiyyah. À la Sorbonne et partout dans les grandes écoles philosophiques et littéraires, on enseigne Ibn Taymiyyah et la rafistolage qu'il a fait. Donc, je reviens à l'Iran. Non, l'Iran, à l'époque de Shah, ce n'était pas un pays moderne. Et moi, j'étais 3 fois à l'époque de Khomeini et Khamenei. Très sincèrement, ils ne m'ont pas donné de l'argent, ni de quoi que ce soit pour que je parle en bien d'eux. J'étais reçu très souvent par des associations de femmes en Iran. La femme en Iran, elle est partout. Elle est dans la rue, elle est dans l'usine, elle est à l'école, elle est dans l'hôpital. C'est peut-être juste parce qu'elle est habillée en tchador. Ça le regarde, c'est pas à moi à donner de leçons. C'est comme maintenant, si je viens, je dis au monde occidental, comment vous êtes habillé à la plage, vous êtes tout nu, ça me choque profondément. Je vois pas pourquoi votre corps tout nu ne doit pas me choquer. Or, la tenue d'une femme habillée à sa manière doit vous choquer. Donc moi, je ne permets personne de rentrer dans mes mœurs internes. On peut être choqué si les femmes en Iran actuellement, ils sont obligés, c'est-à-dire si on les interdit d'aller à l'école, si on les interdit d'aller à l'usine, de travailler. Il y a des femmes musiciens, il y a des femmes médecins, il y a des femmes ingénieurs. J'ai été 3 fois en Iran. À chaque fois, j'ai senti vraiment que je suis dans une société qui est extrêmement en harmonie. Et bien sûr, les médias occidentaux fait des mayonnaises à chaque fois qu'il y a une Iranienne qui révolte contre le système et on transforme ça en véritable tragédie. Or, en France, il y a beaucoup des choses qui sont absolument pas aux normes, mais là, personne n'a le droit de parler. Donc, voilà ce que je pense de l'Iran. Très intéressant. On rappelle que l'Iran, c'est aussi, ça intéresse beaucoup au niveau des ressources de cuivre, de zinc, d'uranium. On n'aura pas le temps de parler du nucléaire iranien, mais on pourra refaire. On en reparlera dans le futur. Une autre fois, parce que c'est un sujet à part entière. Ça, c'est absolument. Bien sûr. C'est très intéressant d'ailleurs. Un tout petit mot sur le nucléaire iranien. Quand il y a beaucoup de médias de masse aujourd'hui en France qui parlent d'une potentielle menace qui entraînerait une course aux armements. Alors qu'en fait, la course aux armements a déjà été lancée depuis qu'on a les armes nucléaires. Il n'y a pas Moi, la seule chose avec laquelle je souhaite vraiment terminer aujourd'hui, et ça, ce n'est ni pour crier au loup, ni pour utiliser la propagande pour faire peur. Si le pouvoir extrémiste en Syrie reste en place, je suis absolument formel et sûr, et gardez cet enregistrement, un jour vous allez le sortir. Ils auront des centaines, voire des milliers de frères, des sœurs, des cousins, extrémistes comme eux, qui vont se réveiller en Europe. Et là, la guerre, ça sera dans les rues de Paris. Déjà, dans les médias en France, on passe notre temps à tartiner sur les émigrés. Ça, c'est mon prochain livre. C'est mon prochain livre qui va sortir bientôt. Sort quand ? D'ici la fin de l'année. Ah, magnifique. Voilà. Donc, on passe notre temps à faire peur de ces... Moi, je les appelle jamais des émigrés. Ce sont des nouveaux Français. Il y a des anciens Français, des Ardéchois, des Bordelais, des Marseillais, et puis il y a de nouveaux Français. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des Québécois comme quoi ils sont émigrés au Canada ? Non. Est-ce qu'on peut parler de Donald Trump, c'est un émigré allemand ? Non. Ça fait plus de 150 ans qu'il y a des gens qui sont venus d'Afrique du Nord, de l'Afrique,
pour habiter en France, pour défendre la France dans l'armée française. Donc aujourd'hui, moi, je les appelle plus les émigrés. Et moi, mon livre, peut-être, il s'appellera La Nouvelle France. Dominique de Villepin, il l'appelle la France humaniste. Moi, je vais l'appeler la France nouvelle. Je pense que ce qui pose question, c'est la migration forcée, qui force aussi les migrants. Pas les gens qui viennent s'installer en France, qui aiment la France, qui... C'était pas le sujet. L'immigration, c'est pas le sujet non, mais de parce aujourd'hui. que par rapport à ça. Mais effectivement, l'idée que des gens endoctrinés puissent faire la guerre aussi en Occident et se préparent à ce côté, il n'y a pas de raison qu'ils envahissent pas ces zones extrême orientales et qu'après, ils reviennent pas. Et de toute façon, il y a cette idée d'expansion et cette idée de détester l'autre et de l'anéantir. Ouais. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'identité, il n'y a plus d'âme. Oui, mais c'est ce qu'abordait justement Adnan pour conclure. Sur tout ce qui a été dit sur la Syrie et l'Iran, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette émission? Sur quoi tu conclurais? Je conclurai sur le fait que ce qui se passe en Syrie, c'est intéressant et fondamental de comprendre les mécanismes parce que nous sommes, comme très souvent, concernés de la même façon. De comprendre les ressorts, de comprendre quand des pays sont uniquement intéressés par de l'obtention de l'énergie par des systèmes commerciaux où il n'y a plus du tout d'humanité. Alors on peut supposer qu'à terme ces propres organisateurs eux-mêmes vont s'autodétruire, mais en attendant beaucoup de gens seront sacrifiés. Et ben voilà. Belle conclusion. Merci à vous deux pour ce sujet extrêmement lourd et compliqué, mais quand on s'intéresse, les médias de masse ne nous parlent jamais des ressources que l'Occident essaie d'aller chercher dans ces pays-là. Merci d'avoir pris le temps à vous deux. Adnan Azam, on rappelle votre livre, on n'en a pas parlé là, Quand l'Arabe s'éveillera, 1300 jours de quête à cheval entre l'Orient et l'Occident. J'espère que les gens puissent commander ce livre sur Amazon. Sur Amazon, c'est publié indépendamment, hein. Vous n'avez pas de maison d'édition. Ça, c'est très dédicacé par le général Dominique de Lavarde et Christine de Vieux-Joncourt. Quel lien vous avez avec Christine de Vieux-Joncourt? C'est une amie donc, que je respecte beaucoup. Qui aussi dérange beaucoup dans ses propos sur l'état profond. Faudrait faire une émission avec vous alors sur l'état profond. Aucun problème. Il y a d'autres sujets qu'on pouvait... on avait parlé de l'état profond parisien tout à l'heure. C'est aussi... Bien sûr. Il y a des choses à dire. Hein. Bien sûr. Bon, on en reparlera. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça nous aide beaucoup. Et Nexus est en kiosque sur nexus.fr. Et bien sûr, la soirée des 25 ans de Nexus, c'est le 5 septembre. Au théâtre du Gymnase à Paris. Prenez vos places sur nexus.fr, il y a direct une petite encoche sur laquelle vous pouvez cliquer. À bientôt, merci encore à vous deux. Écoute, merci à toi. Merci à toi.